Bonjour, mes amis. Приветствую вас в культурном центре «Франкотека». Мы открываем наш ежегодный фестиваль «Дни франкофонии в иностранке». И сегодня первая встреча в рамках нашего фестиваля. Рада вас приветствовать. Встреча как раз посвящена французскому языку, изучению и обучению. Лекция полезна как для студентов, тех, кто изучает французский язык, но также и для преподавателей. Лекцию проведет Клеман Габриэль Демье. Это независимый исследователь. Демье. Независимый исследователь в области усвоения, обучения иностранных языков, основатель альтернативного центра изучения французского языка Le Quartier Français. Лекция будет посвящена тому, как же учить языки и как обучать изучению языкам. Какие механизмы используются, какая методика, как работать с аудиторией, как замотивировать. И лекция пройдет на французском языке. Bravo. Merci. Voilà, c'est ça. Alors, comme Barbara a dit, la conférence sera en français. Alors, je me présente rapidement. Donc, pour ceux qui parlent pas russe, j'ai créé le centre de langue Le Quartier Français il y a 6 ans, dans lequel je suis professeur. Et puis, je suis aussi chercheur, alors je vais dire amateur, parce que je suis plus affilié à aucune université. Et donc, aujourd'hui, on va faire une présentation interactive sur l'apprentissage et enseignement des langues. Ok, donc on va commencer. Alors, apprentissage, enseignement des langues étrangères, les questions cruciales. Donc, c'est une série de conférences qui va aborder des propositions de disciplines scientifiques qui étudient justement l'acquisition d'une langue seconde. Donc, quand on dit langue seconde, on peut faire référence à langue étrangère. Donc, quelles disciplines? Notamment la linguistique, la psychologie ou les neurosciences. Et c'est sur leurs données qu'on va prendre appui pour réfléchir ensemble, grâce justement au mode interactif de la présentation, sur les pratiques d'apprentissage et sur les pratiques d'enseignement. Donc les connaissances qu'on va voir et les discussions qu'on va tenir, elles vont être bénéfiques à la fois pour les apprenants qui apprennent de manière encadrée, c'est-à-dire en gros avec un professeur, pour les faire réfléchir sur la pertinence de ce qu'ils font en classe. Ça pourra être utile aussi aux apprenants qui apprennent seuls, parce que les informations qu'ils vont recevoir peuvent modifier la façon dont ils gèrent leur parcours d'apprentissage. Et ça peut être aussi bénéfique aux professeurs qui pourront réévaluer les activités qu'ils proposent. Voilà. Alors, première question, c'est écrit en petit. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes apprenant d'une langue étrangère? Est-ce que vous apprenez une langue étrangère? Est-ce que vous enseignez une langue étrangère? Ou est-ce que vous enseignez et apprenez en même temps, les deux? Ça va, vous avez répondu? Vous êtes rapide? C'est bien. Ouais. Ça marche le système? Vous avez compris? Ouais. Ça marche bien? D'accord. Bon, alors ouais, je crois que j'ai 8 réponses. Alors je crois... il faut que vous sachiez que c'est la première fois que j'utilise cette plateforme. Alors, donc afficher, ça doit être... Si tout le monde a répondu, si j'appuie ici, non. Afficher les résultats, voilà. Tac. Donc, on a principalement des gens qui apprennent la langue étrangère. On a combien d'enseignants? On a un enseignant, et on a 3 personnes qui sont à la fois enseignantes et apprenantes. Ok, très bien. Combien de personnes ont voté? 9 sur 11, alors on avance. Alors pourquoi? Alors, déjà, le thème de la conférence, c'est le rôle de l'émotion dans l'apprentissage d'une langue seconde. Donc on va se pencher là-dessus. Pourquoi aborder le thème de l'émotion? Parce que nos émotions face à la langue, elles affectent notre désir d'apprendre. Et bien que ça soit difficile de définir ce que c'est l'émotion, on sait qu'elle peut faciliter, mais aussi entraver le processus d'apprentissage.
Et les neuroscientifiques sont unanimes pour déclarer que presque toutes les activités mentales impliquent à la fois l'émotion et la cognition. Je répète, toutes les activités mentales impliquent l'émotion et la cognition. Ce qui veut dire que non seulement les émotions, elles ont leur circuit dans le cerveau, mais aussi elles peuvent diriger l'attention et elles peuvent créer du sens. De plus, comme elles sont en lien avec la mémoire, plus l'émotion associée à une expérience est forte, plus l'apprentissage est facilité. Et c'est pour cela que les spécialistes affirment que l'apprentissage des langues est amélioré quand les apprenants sont impliqués émotionnellement, quand ils sont impliqués affectivement. Je vois que vous prenez des notes, c'est bien, vous êtes très sérieuse. Voilà pourquoi aborder ce thème. Alors le plan de la présentation, on va déjà voir les différences qu'il y a entre l'acquisition d'une L1. Alors quand c'est écrit L1, ça veut dire langue maternelle, votre première langue, et l'acquisition d'une L2. Alors souvent on parle d'apprentissage d'une L2, on va s'en tenir ici au terme acquisition. Et donc comme je vous le disais, L2 c'est langue seconde, c'est langue étrangère. Deuxième partie, l'affect, donc les émotions en gros. Aussi, je vais vous prévenir que je vais utiliser un peu sans distinction les termes affect et émotion. Donc normalement, je devrais faire la différence, mais comme c'est assez lié, et aussi psychologique. Donc psychologique, affect, émotion, c'est des termes qui vont être liés. Je ne fais pas la différence, mais on n'est pas dans un débat de spécialistes, donc ça ira. La troisième partie, on va voir le thème de la motivation. Ensuite, on va voir la nature des activités dans les classes. Et puis après, on va faire un bilan ensemble. Voilà pour le plan. Alors, première partie, quelles sont les différences entre l'acquisition d'une L1 et d'une L2 ? Je vais vous montrer une petite image qui va un petit peu illustrer ça. Voilà en gros comment se passe l'acquisition d'une L1. Bien sûr, c'est pas que ça, mais je voudrais que vous observiez l'âge de cette petite fille. Donc une langue maternelle, on l'apprend même déjà dans le ventre de sa mère. Je ne sais pas si vous savez, mais ça commence très tôt. Donc ça, c'est la situation d'acquisition de la langue maternelle. Et maintenant, on va regarder la situation d'acquisition d'une langue étrangère. Alors, gardez en mémoire cette photo, et cette fois, je vous montre celle-ci. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que ça ne se passe pas du tout en même temps, à la même période de la vie. Et donc ça sous-entend que les mécanismes cognitifs en œuvre changent du tout au tout, sont complètement différents. Et c'est sur ça que je vais vous demander de réfléchir. Entre ça et ça. Là, je vous donne un petit peu des pistes de réponse. Vous avez sur la gauche l'acquisition de la L1 dans l'enfance. Comment ça se passe quand on apprend une langue, quand on apprend sa langue maternelle ? Eh bien, c'est un processus qui se fait inconsciemment. C'est-à-dire que vous n'avez pas conscience que vous apprenez votre langue. Ça se fait sans effort. Vous n'avez pas de perception de difficulté. C'est un processus qui se fait tout à fait naturellement, spontanément. On a tendance à l'oublier. Et quand on compare avec l'apprentissage d'une L2 qui se passe plus tard dans la vie, eh bien cet apprentissage d'une L2, il se fait de manière consciente. On a conscience qu'on apprend une langue, et il faut faire des efforts. Ça se fait plus comme ça. Et puis on a une perception de la difficulté. Donc vous voyez que c'est complètement différent. Alors ma question, vous n'allez pas que m'écouter, vous allez aussi réfléchir. Je vais vous demander qu'est-ce que ça implique, cette différence de processus cognitif. Qu'est-ce que ça implique au niveau émotionnel ? Qu'est-ce que ça implique au niveau psychologique ? Pour ça, je lance la question. Je vous la lis parce que c'est écrit en petit. Lorsqu'on apprend une seconde langue, on est généralement plus âgé. Quelle différence, notamment au niveau psychologique, entre en jeu lorsque ce processus, c'est-à-dire l'apprentissage,
s'opère dans un autre âge de la vie que l'enfance. Vous avez une modalité de réponse qui est question ouverte. C'est-à-dire, vous pouvez tapoter quelque chose sur votre téléphone et ça apparaîtra. Je vais attendre quelques minutes parce que faut réfléchir. Je vous laisse ça sous les yeux. Repensez aux images que je vous ai montrées aussi. Alors, il faut que je me replace dans ma présentation. Tac. Voilà. Alors, je vais commenter un petit peu le diapositive suivant. Alors, effectivement, dans l'acquisition d'une langue maternelle, on n'a pas vraiment de facteur affectif par rapport à la langue, en tout cas. Et puis, on est à un âge de la vie où on est hautement égocentrique. Le monde tourne autour de nous. On est ignorant de notre identité, plus ou moins. On est ignorant surtout des vulnérabilités qu'on a dans notre identité. On n'a pas peur de faire des erreurs. Et on peut affirmer ou définir son identité sans compromettre sa perception de soi. Voilà, l'apprentissage de la langue elle-même n'est pas relié à la perception de soi. C'est-à-dire, on n'a pas conscience d'apprendre une langue, et puis, si on fait des erreurs, on ne va pas se sentir, nous, affectés par ça. On ne va pas se sentir vulnérable, on ne va pas se sentir insulté ou avoir honte. Et ça change beaucoup de choses. Par contre, pendant l'apprentissage d'une EL2, plus tard, on a des facteurs affectifs qui apparaissent. On a un concept du soi et des autres. C'est-à-dire, il y a moi et il y a les autres. Contrairement à avant, quand on était enfant, où le monde tournait autour de nous et il n'y avait que nous. Et il y a donc une tension entre l'identité qu'on a déjà et l'ego qui se développe en relation à la L2. C'est-à-dire, on va parler d'ego ou de soi en L2. Par exemple, quand vous apprenez le français, vous développez une facette de votre personnalité, un ego lié au français. Et c'est ce qui se passe, donc, quand on apprend une langue étrangère, il y a une tension qui se crée entre l'image qu'on a de soi et puis l'ego qu'on crée en relation avec la L2. Quand on apprend une langue étrangère plus tard, on ressent de l'inhibition, de la timidité, de l'anxiété à partir de la puberté. Et on a tendance à se réfugier dans la sécurité de la L1 pour se protéger. On a peur d'être évalué, c'est-à-dire qu'on nous juge sur comment on parle, si on parle bien ou pas bien, si on a un accent ou on n'a pas, si on fait des fautes de grammaire ou pas. Et puis, on a peur de l'échec. On a aussi peur d'échouer dans l'apprentissage de cette langue. Tandis que quand on est un enfant, on n'y pense même pas. Plus tard, donc dans l'âge adulte, quand on apprend ou adolescent, on fait aussi le lien entre la perception du soi et la capacité à apprendre la langue. Et on fait le lien entre la perception du soi et l'apprentissage de la langue lui-même. Voilà, donc vous êtes sensible si on vous dit « t'es pas capable d'apprendre une langue ». Et puis vous êtes impliqué émotionnellement dans l'apprentissage. Voilà. Alors, où c'est que je repasse ? Ok. Alors maintenant, je vais vous présenter un scientifique qui s'appelle John Schumann, qui a écrit un livre entier sur l'affect dans l'apprentissage d'une langue seconde. En 1998, voilà, c'est un ouvrage de référence. Alors on va se pencher un petit peu pour savoir quelle est la vision de Schumann par rapport au lien de l'affect dans l'apprentissage d'une langue seconde. Alors quel type de lien ? L'attitude de l'apprenant à l'égard de la langue cible et de ses locuteurs. Donc la langue cible, c'est la langue que vous apprenez, et les locuteurs de la langue cible, c'est ceux qui parlent la langue que vous apprenez. C'est assez évident. Imaginez-vous apprendre une langue alors que vous n'aimez pas la langue cible ou que vous n'aimez pas les locuteurs de la langue cible. Par exemple, vous voulez apprendre l'allemand, vous n'aimez pas l'allemand et vous n'aimez pas les Allemands. Je crois que ça va jouer un rôle assez capital sur votre apprentissage. La motivation instrumentale ou intégrative de l'apprenant, donc ça c'est des termes qu'on utilise dans la recherche sur la motivation en langue seconde. La motivation instrumentale, c'est tout ce qui va vous permettre d'acquérir, c'est lié à tous les objectifs qui sont utilitaires. Par exemple, l'obtention d'un emploi, la réussite à un examen
ou l'approbation des parents. On parle aussi de motivation extrinsèque, c'est-à-dire qui est extérieure à vous. Et la motivation intégrative, donc, c'est le désir d'apprendre une langue pour s'intégrer dans une communauté cible, pour pouvoir parler avec des locuteurs qui parlent cette langue. Ça reflète un désir de s'intégrer, de s'identifier à ce groupe. Une autre composante affective, c'est la perception de l'apprenant de sa vitalité ethno-linguistique. En gros, quel est le statut de la langue que vous apprenez ? Il y a des langues qui ont un statut fort, qui sont globales, qui sont centrales, c'est comme ça qu'on les appelle, et il y en a qui sont, on va dire, secondaires. Par exemple, votre motivation va être affectée si vous apprenez l'anglais ou le chinois, parce que ce sont des langues fortes. Mais si vous apprenez par exemple l'islandais ou le maori, ça va jouer sur la motivation. Il y aura un effet affectif. L'image de soi de l'apprenant dans la situation d'apprentissage de la langue seconde, on en a un petit peu parlé. L'anxiété, on en a aussi parlé par rapport aux peurs de faire des fautes ou d'être jugé ou évalué. De l'apprenant dans la situation d'apprentissage de la deuxième langue et le sentiment de choc linguistique et culturel de l'apprenant. Donc imaginez par exemple que vous allez apprendre une langue qui a des idéogrammes, hiéroglyphes comme vous dites, comme le chinois par exemple, ou le japonais, ou une langue dont la culture est très éloignée de la vôtre. Ça aussi, ça va créer des facteurs affectifs, émotionnels. Voilà, donc ça c'est toutes les composantes affectives que liste Schumann. Et en fait, lui, il a travaillé avec des enquêtes, justement pour établir tout ça, avec des questions ou des affirmations qui ont l'air comme ça anodines, mais quand les répondants répondent justement à ces questions, on peut se faire une idée assez précise du niveau de motivation. Par exemple, on vous dit « J'aime beaucoup apprendre les langues ». Répondez entre 1 à 5, sur une échelle de 1 à 5, si vous aimez apprendre les langues. Ou étudier le français peut être important pour moi, car cela me permettra de... Pouvoir parler anglais améliorera mon statut social. Oui ou non, ou à quel niveau. Donc grâce à des enquêtes comme ça, on peut vraiment comprendre et définir quel type de motivation a un apprenant. Ok, on va se pencher maintenant sur les parties du cerveau dans lesquelles ces aspects cognitifs sont générés. On va faire connaissance avec le système limbique et l'amygdale, avec le thalamus, l'hippocampe, l'hypothalamus, l'amygdale. Alors, la fonction du système limbique, c'est de générer des émotions, qui sont, comme on l'a vu, d'une grande importance pour l'apprentissage et la mémorisation. Et Schumann, donc on reste avec Schumann, il insiste sur le rôle de l'amygdale dans l'acquisition du langage. Pourquoi ? Parce que l'amygdale, donc vous voyez, c'est la petite glande qui est en violet. L'amygdale, elle est considérée comme la partie du cerveau qui attribue une valeur émotionnelle à l'expérience. C'est-à-dire qu'elle compare les informations sensorielles entrantes, c'est-à-dire les informations que vous percevez du monde extérieur, à des informations ou des connaissances qui sont déjà stockées en mémoire. Et ensuite, elle attribue une signification positive ou négative à ces stimuli. Et c'est une fois que le cerveau connaît la signification des stimuli que lui a donné l'amygdale, qu'il peut y réagir de manière appropriée. Pourquoi l'amygdale est aussi importante dans la question du langage ? Parce que c'est un rôle d'intermédiaire entre les sens et l'émotion. Et elle joue le rôle de filtre. Elle limite l'attention accordée à un stimulus. Par exemple, elle peut diminuer le niveau d'attention que vous portez à des informations linguistiques si elles sont considérées comme négatives. Donc là, je vous fais remonter les souvenirs de vos cours de langue à l'école. Vous n'aviez pas forcément envie d'apprendre une langue si on vous forçait de l'apprendre. Donc on peut dire que l'amygdale, elle jouait le rôle de filtre et puis elle attribuait une valeur négative à ces informations. Elle les discrédite, et ce qui fait qu'elles ne sont pas traitées par le système cognitif de la même façon, évidemment. Et donc, comme on l'a vu, au niveau de la mémorisation, l'amygdale a un rôle important, et même le système limbique dans son intégralité, parce qu'il est impliqué dans la formation de souvenirs, en particulier l'hippocampe aussi.
Et il semblerait que le traitement par l'hippocampe et l'amygdale soit nécessaire pour que l'information soit stockée dans la mémoire à long terme. Voilà, donc au vu de ces informations, on peut se dire que le système limbique et l'amygdale, ils ont un rôle crucial dans le degré de réussite de votre apprentissage. Alors encore une fois, tout dépend de la situation de chacun, parce qu'on ne sait pas justement comment ce système limbique va réagir à votre situation d'apprentissage. Il peut y réagir de façon positive, et dans ce cas-là, il va attribuer des connotations positives à tout ce qui rentre, ou de manière négative, et ça va avoir bien sûr beaucoup d'impact. Ok. Alors maintenant, on va passer sur le thème de la motivation. Alors il y a une définition qui me plaît de la motivation. La motivation est responsable du pourquoi les gens décident de faire quelque chose, donc même de façon générale, en sortant du cadre de l'apprentissage des langues. C'est elle qui est responsable du pourquoi, de la durée pendant laquelle les gens sont prêts à poursuivre l'activité en question. Et la motivation est responsable de l'intensité avec laquelle ils vont poursuivre leur but. On compare souvent l'apprentissage d'une langue, qui est un processus qui se fait sur le long terme, qui est un processus parfois fastidieux, avec des hauts et des bas. On le compare à bien des égards à l'entraînement d'athlètes professionnels. Ça se passe un peu de la même façon. Alors j'ai une question pour vous qui s'adresse aux apprenants, donc les personnes ici qui apprennent les langues étrangères. Qu'est-ce qui vous motive à apprendre une langue? Allez-y, je vous laisse quelques minutes. Ici, on va voir un modèle sur la motivation de l'acquisition des langues étrangères. Donc c'est le modèle de Journey, ça s'appelle L2 Motivational Self-System, le système motivationnel du soi en L2. Je l'ai traduit comme ça. Alors, selon lui, on a deux forces, enfin il y a trois composantes dans ce modèle. Ici, il y a deux forces qui sont, pas qui s'opposent, qui se complémentent, on va dire. C'est le désir d'avoir un soi en L2, c'est-à-dire c'est le soi idéal en L2. Comme vous voyez, donc c'est celui sur la gauche, le petit garçon qui rêve, par exemple, de parler très bien français. Donc il se crée un soi, il se crée une image de lui en langue seconde, en français. Et ce qui va le motiver, c'est de réduire l'écart entre ce qu'il est et ce qu'il projette d'être. C'est ça qui va être la source de sa motivation. Réduire cet écart. C'est une recherche de promotion, c'est-à-dire qu'on va essayer d'obtenir quelque chose. Et psychologiquement, c'est une recherche de plaisir. Ça inclut tous nos espoirs, nos aspirations, les progrès qu'on veut faire, notre croissance et les accomplissements qu'on entrevoit pour le futur. Donc comme on l'a dit, ça peut être apprendre une langue pour progresser professionnellement, changer de carrière. C'est-à-dire que vous vous projetez dans le futur comme ayant réussi quelque chose grâce à l'apprentissage de votre langue. Maintenant, vous êtes, directeur d'une filiale en France. Donc dans ce cas-là, c'est une projection que vous faites sur le futur d'un soi qui est idéal en langue seconde. Et le deuxième, c'est des forces motivationnelles qui sont stimulées par ce qu'on attend de nous. Parce que la société, elle exerce des pressions. Et on vous fait sentir qu'il faut que vous deviez posséder, par exemple, la connaissance d'une langue seconde pour pouvoir satisfaire les attentes de votre environnement. Ça peut être votre famille, ça peut être votre communauté, ça peut être au travail. Et grâce à ça, le but, c'est d'éviter des conséquences qui sont négatives.
Donc ici, cette motivation vient du fait qu'on cherche la prévention. Autant dans le premier, on cherchait la promotion, c'est-à-dire obtenir quelque chose, là on cherche la prévention, c'est-à-dire on cherche à se prémunir de quelque chose de négatif. Et au niveau psychologique, on cherche à éviter la douleur. C'est-à-dire qu'on cherche à éviter d'être, par exemple, dans une situation difficile, sans argent, par exemple, ou une situation dangereuse. Et donc, c'est en lien avec la responsabilité que les autres attendent de nous et les obligations. Pour fonctionner dans cette société, il faut remplir telles conditions. Et donc, on va tout faire pour les remplir, pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Un exemple type, c'est par exemple étudier pour ne pas échouer à un examen ou étudier pour ne pas décevoir ses parents. Donc on voit qu'il y a toujours un aspect émotionnel qui est présent et qui va guider notre comportement, qui va guider la façon dont on gère notre apprentissage de la langue. Voilà, donc comme je vous disais, ce modèle, il est en 3 parties. Là, on a les 2 premières, c'est-à-dire le soi idéal et le soi qu'on attend de nous. Donc en anglais, c'est peut-être plus compréhensible. Le premier, c'est ideal self et le deuxième, c'est ought to self. C'est ought to comme should, comme ce qu'on attend de vous. Voilà. Ok. Alors, on avance un petit peu. On va regarder la 3e composante. La troisième composante du système de Journey, c'est ce qui se passe quand vous apprenez, c'est-à-dire l'apprentissage, l'expérience d'apprentissage elle-même. En quel point elle peut vous motiver? De quelle façon elle va déclencher des réactions émotionnelles? Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience d'apprentissage immédiate? C'est par exemple la relation que vous avez avec l'enseignant. Ça peut être la réaction émotive ou vos préférences par rapport au programme qu'on vous enseigne. Donc par rapport à l'enseignant, par rapport au programme, par rapport au groupe de gens qui apprennent avec vous. Et aussi, il y a un facteur important, quand vous apprenez, c'est faire l'expérience de la réussite dans votre activité d'apprentissage. Quand vous faites l'expérience de la réussite, vous allez avoir beaucoup plus de motivation. Vous allez vous sentir confiant. Et donc, c'est un facteur qui est crucial également. J'ai une petite question ici. C'est une question qui s'adresse plutôt aux professeurs. Comment est-ce que vous motivez vos apprenants? Donc, on va réfléchir, on va se remettre en tête tout ce qu'on a vu. Donc, comment vous motivez vos apprenants dans la classe elle-même? Est-ce que vous avez des techniques? Est-ce que vous avez des activités préférées? Comment vous motivez vos apprenants? Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à la langue, par rapport à la culture de la communauté cible, par rapport aux locuteurs de la communauté cible? Est-ce que vous jouez sur des facteurs affectifs? Ok, très bien. Donc, on a vu un petit peu comment vous motivez les apprenants. On va voir ce qui se passe maintenant en classe, généralement. Parce qu'on a vu donc tous ces facteurs émotionnels, toutes ces propositions qu'il y a par rapport au système limbique, par rapport au jeu des émotions. Qu'est-ce qu'on fait vraiment dans la classe? Quelles activités il y a? Alors, il y a tout un courant de didactique qui parle de la recherche de l'authentique. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'il faut que les apprenants aient le plus possible d'interactions authentiques, c'est-à-dire des interactions avec donc leurs pairs, ceux qui sont dans le groupe, qui sont personnelles, des interactions qui sont naturelles, tout en utilisant la vraie langue que parlent les natifs. Donc ça, c'est un peu le Graal des didacticiens, cette recherche de l'authentique. Et c'est probablement vrai, parce que si on regarde les travaux des scientifiques, on a déjà des chercheurs qui, dans les années 70,
affirme que lorsqu'une langue seconde, donc une langue étrangère, est apprise dans un environnement naturel, alors il y a plus d'activité au niveau du système limbique. Et au contraire, quand la langue est apprise dans un cadre formel, c'est-à-dire à l'université ou dans une classe de langue, l'activation des zones cérébrales, ça va plutôt se faire au niveau des structures du cortex frontal, donc le néocortex. Le lobe frontal qui est plutôt en lien avec les activités de planification, d'analyse, des choses comme ça. Donc il n'y aura pas de stimulation émotionnelle. Et vous vous rappelez qu'on a vu que plus il y a une stimulation émotionnelle, plus l'information est traitée et mieux on s'en souvient. Les scientifiques disent aussi que quand on a le désir de communiquer un message, un vrai message, et ce désir, il est dans la genèse d'un énoncé, c'est-à-dire quand on s'apprête à communiquer quelque chose sur soi, qui a un enjeu, alors il y a une libération de dopamine. L'amygdale est stimulée, ou en tout cas il y a une libération de dopamine qui est absent dans un contexte formel où on utilise la langue de manière mécanique ou décontextualisée. Donc idéalement, le but, c'est de créer en classe une situation qui soit le plus proche possible des conditions naturelles d'utilisation de la langue dans la vraie vie, parce qu'on a l'intuition que c'est comme ça que la pratique en classe va produire les meilleurs résultats. On essaye donc de toucher les motifs des élèves en les faisant parler d'eux. Parce que leur permettre de donner leur point de vue et de laisser exprimer leurs émotions, ça facilite le processus d'apprentissage. Donc tout ça, c'est le idéalement. Maintenant, si on regarde ce qui est utilisé en classe, les ressources, etc., est-ce que ça permet de déclencher cette motivation ? Bon, là, je vous ai mis des exemples un peu typiques, mais encore présents aujourd'hui. Voilà. Alors, le livre à gauche, vous le connaissez bien, j'ai pas besoin de le commenter. Je vous laisse simplement réfléchir sur le degré d'authenticité, justement, comme on a vu, cette recherche de l'authentique, le degré d'authenticité que ces activités peuvent créer. En haut à droite, vous avez des activités qui sont extraites de manuels très récents de langue étrangère. En bas à droite, comment présenter quelqu'un en disant « Mesdames et messieurs, chers amis, je vous présente ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta ». Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment la place de communiquer sur soi, de parler de soi. Il n'y a pas vraiment d'intention de communication. Donc, en théorie, le système limbique, il n'est pas activé avec ce genre d'activité. Je ne veux pas les juger, je veux juste que vous réfléchissiez, que vous puissiez évaluer ces activités à l'aune de ce qu'on a vu avant, en comparaison avec les découvertes des scientifiques. Voilà. Est-ce que c'est vraiment appliqué ? Voilà d'autres exemples. Quand on dit aux élèves de jouer un jeu de rôle, est-ce que ça implique le système limbique ? Alors peut-être que oui. Parce que c'est difficile d'être catégorique sur ces sujets. Notre cerveau est ce qui est le plus complexe dans l'univers, en tout cas de ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant. Donc c'est difficile d'être catégorique. L'activité à droite, c'est une activité grammaticale. Les pronoms compléments indirects, il me parle, il te parle, il lui parle, etc. Est-ce que le système limbique est déclenché quand vous faites ce genre d'activité, quand vous observez des règles de grammaire, quand vous essayez de déduire des règles ? En théorie, non. En théorie. Maintenant, regardez et évaluer comment les autres façons d'apprendre les langues peuvent motiver et stimuler le système limbique. Comme ça, par exemple. Donc, quand vous apprenez en binôme avec quelqu'un, à travers un ordinateur, à travers un téléphone, avec une intelligence artificielle,
ou quand vous lisez Assimil ou la méthode Frank. Encore une fois, je ne veux pas juger, je veux simplement que vous réfléchissiez par rapport à ce qu'on a vu avant, par rapport à l'implication des émotions. En quoi ces activités et à quel point elles vont impliquer vos émotions dans l'apprentissage. Dernière question. Quelle est votre explication ? Comment se fait-il que certains apprenants réussissent à apprendre une langue quand d'autres échouent ? Parce que je vous ai parlé du système limbique, de ce qui peut améliorer l'apprentissage, du rôle des émotions pour la mémorisation, pour le traitement de l'information. Et puis je vous ai montré des activités qui sont extraites de manuels ou des modalités d'apprentissage qui, en théorie, stimulent pas le système limbique. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent à apprendre, quelle que soit la méthode. Comment ? Quelle est votre explication ? Sans conteste, c'est une question de motivation. D'accord ? Manque de motivation, peur d'être jugé, période difficile dans la vie. C'est vrai que la motivation, c'est un des 3 critères pour apprendre une langue. Pour apprendre une langue, vous avez besoin d'avoir un input, c'est-à-dire d'être exposé à de l'information dans cette langue. Vous avez besoin de motivation et vous avez besoin de vous entraîner à la produire. Donc oui, la motivation, c'est au cœur de l'apprentissage, ça c'est sûr. Ça dépend du type de motivation. Si la personne ne veut pas apprendre la langue, même le meilleur prof ne va pas l'aider. Ouais. La personnalité, donc parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'étudier régulièrement, donc dans ce cas-là, c'est un manque de discipline. Je vais ouvrir cette réponse parce qu'il y a plus de choses. Différents degrés de motivation, différentes circonstances et l'environnement, bien sûr. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous disais que l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est un processus qui se fait sur le long terme, avec des hauts et des bas. Parce que il peut y avoir des choses qui se passent dans votre vie qui vont détruire les raisons de votre motivation originelle. Typiquement, c'est si vous rencontrez un partenaire étranger, vous voulez apprendre sa langue, et puis boum, la relation s'arrête. Vous n'avez plus cette motivation. Donc oui, forcément, les circonstances et l'environnement vont jouer sur votre motivation. Oh, c'est bien, il y a plein de réponses. Surtout si ce n'était pas le choix de cette personne, d'accord ? Donc si ça ne vient pas de vous-même, vous n'avez pas vraiment le désir d'apprendre, c'est normal. Peut-être ils ne sont pas trop motivés, pas de possibilité cognitive pour apprendre. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça fait référence au thème de l'aptitude. Et en fait, en théorie, tout le monde est capable d'apprendre une langue, à moins que vous ayez une maladie, je sais pas, un déficit de l'attention, des problèmes de mémorisation, mais si vous n'êtes pas diagnostiqué malade, tout le monde est capable d'apprendre une langue. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, mais tout le monde est capable sur le fond. Ah, les gens qui ont un système d'apprentissage individuel réussissent. Ça aussi, ça c'est intéressant. C'est lié aussi à la motivation, c'est l'autorégulation, on appelle ça. Et donc ici, le mot-clé, c'est le mot système. Et c'est intéressant. Souvent, ces gens-là, c'est des gens qui étudient seuls. Et je pense que ce genre de conférences, en fait, elles sont utiles à ces gens. Parce que plus on a des connaissances sur les mécanismes d'apprentissage, plus on est capable de savoir comment orienter son apprentissage, comment réguler son apprentissage, les activités qu'il faut faire, les situations dans lesquelles il faut se mettre. Je crois qu'on a tout vu. Ah non, là... je suis où là ? Ça dépend de plusieurs facteurs. Motivation de l'apprenant, méthode choisie, entourage bien ou malveillant,
Exactement. Donc parce que la méthode va avoir une grande influence. Donc vous avez vu, il y a des méthodes qui stimulent pas du tout l'émotion, alors qu'il y en a qui la stimulent, comme celle qu'on utilise au quartier français. Un entourage bien ou malveillant, ça c'est intéressant. J'essaye de réfléchir. Est-ce que cette personne peut développer? Alors le questionnaire est anonyme, mais peut-être que... Ouais. Ceux qui sont plus doués. Ouais. Et des personnes moins douées peuvent avoir peur. Ouais. Ou quand ces personnes-là font des erreurs, Ouais. les autres peuvent rire. Ouais. Donc, quand la réaction est plus bienveillante, Ouais. la personne, s'ouvre. Ouais. Oui, Ouais. Et elle a plus de motivation. Tout à fait. Et elle devient plus sûre Ouais. de ses forces. Ouais. Et comme ça, le résultat est beaucoup Productif. meilleur. Ouais. Et, merci. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, vous faites référence à l'expérience d'apprentissage. Vous vous rappelez, on a vu ça tout à l'heure. C'est que dans l'apprentissage lui-même, il y a des facteurs, et ici, c'est l'entourage, ce que vous dites, qui vont influencer. Donc, si on est dans un entourage bienveillant, qui ne va pas être critique ou trop critique, mais qui, au contraire, va tolérer les erreurs et puis se comporter envers les erreurs comme un processus naturel, dans ce cas-là, oui, effectivement, ça va carrément jouer. Ok. D'accord. Alors, on est prêt pour le bilan, je crois. Certains sont plus doués que d'autres, ou une meilleure motivation. Oui. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Ça, c'est vrai. Mais, comme je vous le disais, c'est pas déterminant. Enfin, si, c'est déterminant, mais c'est pas... Tout le monde peut apprendre une langue. Après, il y en a qui ont besoin de faire plus d'efforts. Ok. Alors, le bilan. Donc, comme vous l'avez dit, eh ben, ça dépend du degré de motivation. C'est-à-dire que si vous êtes motivé, même si vous avez un entourage d'apprentissage pourri, un professeur mauvais, ou si vous avez même personne, eh ben, vous allez y arriver. Alors, si on rapporte ça au système limbique, on va dire que finalement, ça dépend. Votre degré de motivation dépend en fait du degré d'activation de votre système limbique. Ils sont corrélés tous les deux. Au niveau de ce qui se passe dans votre cerveau, c'est invisible. Par contre, si c'est stimulé ici, le système limbique, au niveau comportemental, vous allez démontrer un comportement de motivation. Voilà, lorsque le contenu à apprendre, la langue à apprendre, quelle qu'elle soit, est associé à des émotions positives, alors, vous allez être plus enclin à vous concentrer dessus et à retenir les informations. Donc, tout dépend de vous. Si apprendre une langue, c'est quelque chose de vital, même si la méthodologie est mauvaise, les ressources ne sont pas adaptées, c'est vous qui allez créer l'émotion à l'intérieur, la stimulation, pour avoir un comportement adapté pour réussir. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Est-ce que vous avez des choses à dire? C'est le moment où on va discuter ensemble. Parce que j'ai fini. Je peux laisser la bibliographie, pardon, pas la biographie. Des études que j'ai utilisées pour faire cette présentation. J'espère que vous parlez anglais. Voilà. Alors, discutons. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Quelle est votre expérience, vos opinions? D'accord. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Merci. Donc, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez des bilingues? Parce que je suis vraiment curieuse à propos de ça. Peut-être vous avez eu une telle expérience. Qu'est-ce que tu veux dire par bilingue? Excuse-moi, parce que c'est super vaste. Une personne qui parle de langue couramment à partir de sa naissance. Et qu'est-ce que je dois en penser sur quel aspect? Est-ce que ça a quelques influences, je sais pas, conséquences
sur la vie de cette personne. Ah ouais, bien sûr, c'est sûr. Mais alors, et je vais plutôt, comment dire, mettre en contexte avec la présentation que j'ai faite. Parce que ta question, elle est super vaste. Ça a des conséquences, bien sûr. Son cerveau fonctionne pas de la même façon. Enfin, si, il fonctionne de la même façon. Mais le traitement ce qui est lié au langage fonctionne différemment. Par contre, par rapport au niveau affectif, même les bilingues, donc ici tu parles de bilingues simultanés, c'est-à-dire des gens qui apprennent 2 langues en même temps. Ce que je peux te dire par rapport au niveau émotionnel, c'est qu'il y a une langue de préférence. Enfin, il y a certaines études, en tout cas j'ai lu certaines études qui disent qu'il y a une langue préférée. Déjà, on n'est jamais complètement équilibré, c'est-à-dire qu'on a toujours une langue plus forte que l'autre. Même si on est né et on a été exposé par la même quantité. Et là encore, ça va être les facteurs affectifs qui vont faire la différence. Parce que peut-être la langue, je sais pas, vous adorez votre père et c'est grâce à ça que vous allez préférer la langue de votre père et que émotionnellement, vous allez vous sentir plus proche de cette langue. Et on voit aussi que les langues dans le cerveau des bilingues ou des multilingues, elles ont des fonctions, des plurilingues, pardon, elles ont des fonctions qui sont différentes. Par exemple, il y a des gens qui vont, je sais pas moi, prier dans une certaine langue. Il y a des gens qui vont rêver dans une certaine langue. Et bon, ça c'est des suppositions, c'est difficile à prouver, mais on peut imaginer que c'est justement nos préférences affectives et les représentations qu'on met sur ces langues qui vont faire la différence. Voilà, donc c'est super intéressant ce thème-là. Merci. Merci à toi. On voit aussi, je continue parce que ça me rappelle des expériences, qu'il y a une langue de prédilection qui va... On peut mesurer, en fait, par exemple, des réactions cutanées. Si vous dites un gros mot dans votre langue maternelle, il va avoir beaucoup plus d'impact au niveau émotionnel que dans votre langue seconde. Ou si vous dites des mots qui sont liés à l'affect, par exemple « je t'aime », eh ben, « je t'aime », peut-être vous allez choisir de le dire dans votre langue maternelle. Ou vous allez avoir plus de réactions si on vous le dit dans votre langue maternelle. Donc encore une fois, c'est lié à l'émotion. Ouais. Monsieur, au fond, là-bas, avec les lunettes. Oui, merci. Je suis arrivé un peu en retard, mais c'était très intéressant à suivre. Tu seras puni. Voilà, oui, je voulais savoir depuis que tu es passé à cette nouvelle méthode, l'ANL... Je voulais pas parler de ça, pourquoi? Apparemment, tu l'as adopté parce que tu as constaté... C'est ça. Parce que tu as constaté tout ça, ce que tu nous as exposé aujourd'hui, que tu fais passer l'ANL. Et alors, quelle différence tu as constatée dans l'apprentissage de tes élèves depuis que tu as adopté cette méthode? C'est une bonne question. Moi, je suis persuadé que les élèves sont plus motivés. Après, ça dépend du type d'élève. Il y a des gens qui viennent en cours dans mes cours et qui comprennent que ça leur correspond pas parce que c'est des gens qui avaient certaines attentes. Et ce qu'ils voulaient, c'est que le professeur leur donne des règles à apprendre, leur dise, dans cette situation, tu peux utiliser tel mot, parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur des attentes métalinguistiques. Les gens cherchent à savoir comment fonctionne la langue. Et moi, mon but, c'est qu'ils sachent utiliser la langue. Donc oui, bien sûr, j'ai vu des résultats par rapport à ça, parce que je sais que j'obtiens des résultats bien meilleurs qu'avant, quand je travaillais avec des méthodes traditionnelles. Mais, et c'est là où c'est intéressant, il faut pousser un petit peu plus loin pour se rendre compte que même avec cette méthode qui marche très bien et qui stimule le système limbique, les gens s'arrêtent d'apprendre le français. Parce que la motivation de ce qui se passe en classe, donc vous vous rappelez le système à 3 branches avec le soi idéal, les situations qu'on veut éviter et l'expérience de classe. L'expérience de classe, le plaisir qu'on ressent, ça suffit pas pour créer une motivation qui va pousser quelqu'un à apprendre une langue jusqu'au bout. Il faut qu'il ait
vraiment un intérêt personnel à l'apprendre. Il faut qu'ils veuillent vraiment aller en France, par exemple, ou lire des livres en français. La motivation et la réussite, il faut qu'elles soient en lien avec une projection de l'individu mental. Et aujourd'hui, moi j'enseigne le français. Quelle est la motivation des gens à apprendre le français? Si c'est pour se divertir, bah c'est bien. Ils vont passer du temps avec moi, ils vont passer un bon moment dans la classe, ils vont peut-être apprendre à dire certaines choses. Mais si c'est pas plus fort, s'ils veulent pas vraiment apprendre la langue, la meilleure méthode, ça suffira pas. Parce qu'une langue, ça s'apprend sur plusieurs années, même sur toute une vie. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question. Quelles sont les activités, à votre opinion, qui provoquent beaucoup d'émotions chez vos étudiants? Comme je disais, en fait, nous, on utilise le principe de la communication authentique, c'est-à-dire qu'on cherche des thèmes qui intéressent les étudiants. Qui les intéressent parce que eux aussi peuvent avoir un profit à aborder ces thèmes. Donc déjà, il y a une chose à faire en tant que professeur, c'est de savoir ce qui intéresse ces étudiants. Une fois que tu sais ça, et tu sais de quoi leur parler, après il va falloir, c'est l'art du professeur, présenter des sujets de conversation dans lesquels ils vont être impliqués. Et il faut s'impliquer soi-même. Dans l'approche neurolinguistique, le professeur, c'est lui qui commence à donner un modèle de langage. Donc, c'est lui qui crée l'interaction, c'est lui qui lance la discussion. Donc voilà, les types d'activités que je fais, c'est ça. C'est-à-dire chercher une discussion qui va être utile et intéressante pour mes élèves, dans laquelle ils vont avoir envie de s'exprimer. Soit pour dire leur point de vue, parce que leur point de vue compte, ils ont besoin de dire leur point de vue, soit pour partager quelque chose peut-être plus au niveau émotionnel. Par exemple, je sais pas, moi, je peux te dire, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail? Tu vois, je sais pas quelle est ta profession, peut-être je vais chercher à le savoir, je vais voir si tu aimes parler de travail, et puis après je vais te demander ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce qui te plairait. Donc tu vas avoir envie de répondre, surtout quand moi je vais te dire ce qui me plaît à moi dans mon travail, ce qui me plaît pas à moi et ce que j'aimerais. Je vais te dire tout ça et après tu vas avoir envie de me le dire toi aussi. Voilà. Après, c'est l'approche que j'utilise. Je pense qu'il y a d'autres façons de stimuler l'émotion en classe et même pas forcément en classe. Tout ce qui est lié à la chanson. Par exemple, si vous chantez, si vous aimez chanter, c'est lié à vos émotions et je pense que... Enfin, j'ai vu des gens qui ont appris une langue rien qu'en étudiant des chansons. Donc encore une fois, et oui, il faut chercher, il faut regarder ce à quoi chacun est sensible en fait. Voilà. Mais il y a des techniques, le théâtre peut-être pour certains. Je sais pas, en tout cas, ce que j'utilise, ça marche très bien. Et je doute pas qu'il y en ait d'autres, mais voilà. Merci.